Tout en ajoutant qu'il faut bien respecter les mesures barrières. Nous sommes avec le docteur Yves Blanchard-Envaux. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui de Covid-19 et restauration collective. Déjà, pour nos téléspectateurs aussi, pour nous, quelque part, qu'est-ce qu'on appelle restauration collective? Alors, on va définir la restauration collective comme une restauration, un lieu ou bien une manière de se restaurer, de se nourrir, dans un cadre où plusieurs personnes interviennent. C'est-à-dire qu'un lieu où plusieurs personnes viennent se restaurer, viennent se nourrir. Donc, souvent, il y a des restaurants qui sont bien établis, dans le formel comme dans l'informel, parce que dans tous les cas, c'est des lieux où l'on vient se restaurer. Soit c'est, comme j'ai dit, des restaurants bien établis. Parfois, c'est des restaurants ou bien des cantines scolaires, parce que ça aussi, c'est la restauration collective. Les cantines scolaires pour lesquelles je vais beaucoup insister. Il y a aussi les cantines dans les entreprises. Un réfectoire. Voilà, il y a les restaurants bien établis en tant que restaurants, dans le milieu informel comme dans le formel, dans les hôtels. Mais il y a aussi les cantines scolaires. Il y a aussi les cantines des hôpitaux, les cantines des entreprises. Voilà, donc tous ces lieux qui rassemblent des personnes qui viennent se nourrir est appelé une restauration collective. D'accord. Alors, on a la définition, sinon la schématisation de la restauration collective. On parle de Covid-19. On va essayer peut-être d'édicter même les mesures pour pouvoir se prémunir de la Covid-19 et après faire une association avec le milieu de la restauration collective. On sait qu'il faut se laver régulièrement les mains, entre autres, mais encore... Alors, il y a déjà des mesures d'hygiène qui existent dans les restaurations collectives pour lesquelles il faudra beaucoup faire attention. Voilà, parce que normalement, il y a des contrôles qui doivent être faits. Voilà, donc il y a déjà des mesures, notamment, par exemple, veiller à ce que la température des frigidaires puisse bien marcher, est-ce qu'on fait des nettoyages réguliers, et généralement, on fait des audits pour vérifier. Alors, il y a des fiches de nettoyage qui, normalement, lors des audits, doivent montrer, par exemple, que chaque jour, le plongeur nettoie, ou bien que le nettoyeur nettoie, le plongeur fait la plonge avec du matériel. Donc, il y a des mesures dans les restaurations qui doivent être respectées. Mais déjà, au-delà de ce qui est déjà établi comme mesures d'hygiène dans les restaurations collectives, il y a des mesures qui ont été prises vis-à-vis du Covid-19, notamment la distanciation sociale à 1 mètre, le port des masques, et puis aussi la présence des gels hydroalcooliques et aussi la présence aussi de l'eau avec du savon qu'il faudra utiliser à l'entrée des restaurants. Alors, mais j'insiste aussi sur une chose. Par exemple, souvent, il y a des portes d'entrée, il y a des entrées qui sont, par exemple, inévitables dans des restaurations. C'est-à-dire qu'il y a, comme à la maison, souvent, la grande porte du salon. Voilà. Alors, on souhaite que ces mesures, la poignée, il faut qu'elle soit nettoyée chaque 3 heures. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Parce que là, beaucoup de gens passent. Et on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, ce matériel qui est plusieurs fois utilisé, il faudrait être nettoyé plusieurs fois la journée. Voilà. Donc, comme je résume, je dis qu'il y a déjà des mesures d'hygiène qui existent dans la restauration collective. Et aujourd'hui, alors, à cela, on ajoute aussi les mesures d'hygiène vis-à-vis du coronavirus. Parce que des travaux ont montré, par exemple, que le virus peut survivre sur le matériel de restauration pendant quelques heures, ou même voire un jour. Sur le verre, par exemple, sur le verre qu'on utilise, le virus peut rester pendant 2 à 3 jours, si c'est mal nettoyé. On est sûr, par exemple, sur des papiers à carton, ça peut faire 24 heures. Si, par exemple, du matériel qu'on doit conserver à température, à basse température, à 20 degrés, à 25 degrés. Si le matériel déjà est contaminé, que nous conservons à basse température, on dit alors à basse température, le virus peut vivre pendant 28 jours. 28 jours. C'est-à-dire que si la personne qui doit nettoyer le poisson est lui-même malade, qui contamine le poisson, qu'on va conserver le poisson, alors ça peut durer tout ce temps. Alors, il y a tellement de points à toucher bien dans la restauration. On va vraiment rester encore sur ce point-là pour que nos téléspectateurs puissent véritablement comprendre
et savoir que dans les restaurants, dans les maquis, dans les cantines et tout, on peut être infecté. Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects comme ça que l'on pourrait toucher? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des mesures d'hygiène qui existent d'abord dans la restauration. Qui ne sont pas forcément respectées. Et docteur, Voilà. ces mesures d'hygiène existent au Garbadrome, au maquis, parce que là, c'est un peu aseptisé peut-être pour des restaurants bien constitués, bien organisés, mais est-ce que c'est fait de manière journalière chez le Garbaman quand on sait que l'affluence là-bas est quotidienne? Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné la notion de restauration dans le milieu informel comme dans un cadre bien constitué. Et c'est homologué pour tout type de restauration? Normalement, tout ce qui est restauration collective, ce qui a trait à l'alimentation d'une personne dans le cadre de la restauration collective, respecte des normes, que ce soit sur les Garbadromes, mais c'est en cela qu'on fait appel à la collectivité locale d'employer ces moyens pour veiller à ce que les mesures soient respectées. Souvent, on invite à faire des audits. On fait des audits dans la restauration collective. C'est-à-dire, est-ce que vous respectez les mesures d'hygiène? Donc, alors, il faudra qu'on puisse utiliser des personnes pour faire ces audits-là, tant au niveau des grands hôtels qu'au niveau même de la restauration dans le milieu informel. Parce qu'il y a les mesures. Nous demandons par exemple, quel matériel vous utilisez dans le cas de nettoyage du sol? Montrez-moi une fiche qui montre que vous utilisez le matériel. Est-ce que le matériel, là, il est encore à jour ou bien il est périmé? On peut trouver un bidon qui est là depuis 2 ans. Ou bien des brosses qu'on doit remplacer, par exemple, chaque 6 mois, qui peuvent exister pendant 2 ans. Vous allez souvent dans un restaurant où la brosse on utilise pour nettoyer le sol, là, il est pratiquement détruit, il y a pratiquement plus de fibres. Vous voyez un peu. Alors, il y a des grandes mesures qui existent dans les restaurants, tant au niveau dans le milieu informel comme dans les grands hôtels. Notamment, on dit, parce que le Covid, c'est la même forme de Covid qui peut exister dans le Garbadrome comme dans un grand hôtel. Tout à fait. Il ne prendra pas de forme différente. Alors, on dira par exemple que lorsqu'on finit de laver, par exemple, le matériel comme un verre, on le lave au savon, bien sûr, en le rinçant. Il y a 2 choix. Soit on va utiliser l'eau de Javel pour le rincer. Donc, le rince d'abord avec l'eau de Javel à un dosage bien précis, selon la dose du Javel. Et on va le rincer 2 fois pour éliminer un peu le Javel. Ou bien on fait le rinçage à 60 degrés, c'est-à-dire que dans les hôtels, ou bien ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire que lorsqu'on vient de le laver au savon, on le rince à 60 degrés parce qu'à cette température, le Covid est désactivé. Vous voyez un peu, donc voici les grandes mesures. Mais qui doit faire le contrôle? Et qui doit s'en charger? Bonne question. Qui donc? Moi, normalement, ce sont les mairies. Même si c'est l'Institut d'hygiène qui doit s'en charger, mais je pense que les mairies doivent. C'est en cela qu'il faut il faut employer des personnes spécialisées dans ce domaine-là. Il faudra qu'on puisse faire auditer les restaurants. Il faut vérifier, est-ce que ces restaurants-là respectent les mesures d'hygiène? C'est très sérieux. Parce que dans les cantines, nos enfants sont exposés. Est-ce que la personne qui est chargée de préparer pour nos enfants dans les cantines, est-ce que ces personnes-là sont formées à l'hygiène alimentaire? Voilà. Donc, il faudra qu'on puisse vérifier un peu avant de permettre à toutes les unités d'avoir des cantines en leur sein. Vérifier, est-ce que... Donc, c'est-à-dire que si on doit octroyer l'ouverture d'une cantine, il faudra que ces personnes, ces demandeurs, puissent s'octroyer toutes les garanties d'une mesure d'hygiène. Sinon, on est exposé. Nos enfants sont exposés. À l'hôpital même, celui qui va à l'hôpital même pour se faire soigner, s'il doit être contaminé encore au Covid, bon là, ça devient sérieux. Donc on regarde tout ce que vous êtes en train de nous dire. Quelle analyse vous pouvez faire sur la restauration collective actuellement en cette période de Covid-19? Ça constitue des clusters finalement? Alors je le dis que sincèrement, le travail, il n'est pas trop fait. Parce que si on doit compter le nombre de restaurants qui existent en Côte d'Ivoire, combien de personnes doivent le faire? Alors, et même ceux qui sont légalement constitués, est-ce que le travail est fait? Il faudra que le travail soit fait. On ne cherche pas à blâmer, mais il faudra que le travail soit fait. Il faudra qu'on puisse auditer les restaurants, quel que soit le lieu, la situation. Il faudra qu'on puisse les auditer, même si elles ne sont pas anonymes, mais déjà, à force de les titiller, à force de les ramener à l'ordre, je pense que ces personnes-là vont se mettre dans la marche de la sécurité alimentaire.
Alors, vous parlez des restaurants que nous avons dans le secteur formel et le secteur informel. À travers ce que vous êtes en train de nous dire, on pourrait bien sûr se dire que, mais docteur Envo voudrait ou souhaiterait une restructuration carrément et totale même de ce secteur-là. Parce que vous parlez des restaurants informels que nous avons, qui pilulent eh bien, nos quartiers. Donc, c'est revoir un peu tout ce système-là. Effectivement, il faut revoir tout ça. C'est-à-dire que n'accordons pas l'ouverture d'un restaurant à qui veut, mais à qui peut. C'est-à-dire qu'on laisse, voici les conditions qu'on doit respecter pour ouvrir un restaurant. C'est-à-dire que se faire accompagner, il faut des hygiénistes. Je prends un exemple. Même la simple restauratrice au quartier, le simple vendeur de gaba, comme Alice l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a des niveaux de sensibilisation. OK. Voilà, selon le grade, selon le niveau que nous avons. Mais je prends un exemple. Vous arrivez dans un restaurant. Le monsieur qui a fait la plonge, le soir, c'est lui qui va nettoyer le sol. Ou bien, à peine à midi, on finit de nettoyer le sol. Alors, c'est lui qui va venir faire la plonge le soir. C'est-à-dire que l'après-midi, il finit de nettoyer vers 10 heures. C'est la même personne va venir faire la plonge. Mais c'est dangereux. Parce que d'abord, le produit qu'il a utilisé pour faire le nettoyage, ce n'est pas ce produit qu'on peut utiliser dans le cas de la vaisselle. Mais encore, il peut traîner une bactérie, un virus, et alors l'utiliser dans le cas pour rincer les assiettes. Mais est-ce que, en passant du nettoyage à la plonge, quelles sont les mesures qui ont été établies? Parce que souvent, on dit aux restaurations, mais la première des choses, lorsque la personne qui passe du nettoyage en tenue bleue doit passer, par exemple, à la plonge, il faut changer, la première des choses, il faut changer la tenue parce que souvent, sur la tenue... Il y a les projections. Voilà, il y a les projections. C'est tout une gouttelette qu'on ramasse. Donc, ça veut dire que, alors, lorsque la personne passe du nettoyage, d'abord, ce qui ne se fait pas, c'est pourquoi je demande, on n'accorde pas la restauration à qui veut, mais à qui peut. On donne d'abord, quel est le personnel? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord un cuisinier professionnel, c'est ce qu'on demande, un cuisinier diplômé. C'est vrai que les autres ne sont pas forcément diplômés, mais on exige qu'il y ait au moins un diplômé, un cuisinier diplômé. D'abord, et puis, il faut que le gestionnaire soit diplômé dans le domaine. C'est parce qu'aujourd'hui, Alice est là qu'elle veut ouvrir un restaurant, qu'elle sera gestionnaire de son restaurant. Non. Il faudra employer un gestionnaire dans le domaine de la restauration. Vous êtes le propriétaire, mais il faudra employer un gestionnaire. Il faudra employer un cuisinier professionnel diplômé, lequel même peut se faire accompagner par certaines personnes qui ne sont pas forcément diplômées. Mais il faut qu'on exige un cuisinier diplômé en restauration. Alors, docteur, on est en pleine crise sanitaire avec la Covid qui sévit depuis maintenant, on va dire, 2 ans, puisque c'est depuis 2019, nous sommes en 2021. Quelles sont les précautions idoines qu'on peut appliquer au niveau de la restauration pour pouvoir au mieux se prémunir de ces contaminations éventuelles, que ce soit en informel, que ce soit en formel? Alors, souvent, les conseils que je donne lorsque je passe dans les restaurations ou bien dans les restaurants, alors, les grandes lignes, d'abord, on respecte la distanciation. Si possible, ce qui est un peu difficile lorsqu'on cuisine. Mais souvent, évitons les bavardages inutiles. Lorsque, par exemple, l'employé doit préparer, par exemple, une entrée pour les clients, évitez de parler sur l'entrée. Parce que même si vous avez déjà nettoyé avec du javel ou bien qu'on mettra par exemple de la vinaigrette, mais évitez de parler sur la vinaigrette des clients parce que vous pouvez contaminer. Voilà. En 2, il faudra que les audits soient faits. Il insiste sur les audits pour vérifier est-ce que la dernière fois que vous avez nettoyé la grande cuisine, ça date de quand? Il y a des restaurants qui... Il y a des de restauration qui cuisinent et vont livrer dans certains lieux. Est-ce que le chariot dans lequel vous transportez les repas des clients, est-ce qu'on a des preuves que vous nettoyez? Il faut nettoyer, mais il faut avoir des preuves que vous nettoyez. Et avec quoi vous nettoyez? Quelle est la fréquence de nettoyage? Qui nettoie? Donc c'est tout ce qu'on demande.
Oui, tout ce qu'on demande pour... Voilà. Il faut ce qu'on appelle une traçabilité. Laissez les preuves que vous faites. Même si vous faites, laissez les preuves que vous faites. La dame au quartier pourra dire, par exemple, que les assiettes, les verres, les couverts, normalement, lorsqu'on les lave, il va les rincer en ajoutant quelques gouttes d'eau de javel dans l'eau de rinçage. Ce sont des petits conseils. Voilà. Et que ça, je pense que les mairies pourraient, par exemple, faire des flyers ou bien sensibiliser nos restaurants un peu partout. Mais qu'en est-il de l'Institut national d'hygiène publique? Ce n'est pas l'instance chargée, normalement, de réguler ce secteur-là au travers des contrôles inopinés et tout? Normalement, ils le font. Ils le font, mais c'est la fréquence. Et c'est le service d'hygiène, je pense qu'ils ont des services techniques dans les mairies qui jouent ce rôle-là. Mais donc c'est décentralisé, normalement, ça devrait pouvoir... Normalement, mais il y a ce qui est écrit sur le papier. Et il y a ce que nous rentrons. Voilà, parce que lorsque nous rentrons, nous qui sommes spécialistes de l'alimentation, lorsque nous rentrons dans un domaine, nous essayons avec l'œil critique, nous observons un peu quelques erreurs que ça peut faire. Donc il y a un dysfonctionnement, docteur? Voilà, les dysfonctionnements quand même, que je pense qu'à force de sensibiliser, ces personnes-là peuvent se rendre compte de leurs erreurs et puis se mettre en marche pour la lutte contre la propagation du Covid. Continuons donc la sensibilisation. Voilà, donc par exemple, la jeune dame au quartier qui a son restaurant pourra par exemple nettoyer ses couverts et puis bavarder moins, voilà. Ou bien, par exemple, utiliser le masque. Même pas, il faut le mettre. Il faut l'utiliser parce que le gabaman, celui qui est là en train de faire frire le poisson, lorsque le poisson est frit, qu'il est là, s'il bavarde en parlant au client, bien sûr que les gouttelettes il peut contaminer le poisson. Les clients qui arrivent, sans cela, souvent on utilise par exemple des milieux où il faut garder le poisson parce que les clients qui arrivent, qui vont toucher, parce qu'ils vont prendre au gabaman, chez le gabaman, le client arrive, il prend sa fourchette, il touche. Il choisit son poisson, il va déposer la même fourchette à côté. Celui l'autre vient, il va prendre, voilà. Mais si le premier qui est arrivé, il est malade, vous allez qu'il va contaminer un peu un groupe de malades. Donc voici un peu ça. Donc il faudra que certaines mesures simples, soient observées. Donc notamment le rinçage à l'eau de javel. Il faut sensibiliser. Alors, sans ça, souvent, on utilise par exemple des flyers et il faut faire des affiches signalétiques pour rappeler à l'ordre les clients, même le restaurateur, que cette maladie existe, qu'elle est réelle. Donc, il faut voir. Pour ceux qui sont de la restauration et collective et industrielle, alors, des sociétés de restauration, il faudra que des audits soit fait. Il faudra que ces personnes puissent respecter les normes d'hygiène. C'est-à-dire que montrer les preuves que vous respectez les conditions de travail. Donc, ce qu'on appelle la traçabilité. Notamment un exemple. Alors, une société prépare pour une société de restauration prépare pour une société. Pour des agents. Pour des agents. On demande, est-ce que les agents de la restauration et puis les agents de la société partagent les mêmes toilettes? Ça, c'est la première. Parce que normalement, le personnel de la cuisine doit avoir les toilettes à part. Et il faudrait qu'on puisse avoir cette affiche au niveau de leurs toilettes pour montrer effectivement que ça a été nettoyé tel jour ça a été nettoyé. Voilà. Il faut qu'on ait des preuves que les mesures, même si c'est fait, il faudrait qu'il y ait des preuves. Parce qu'en toute chose, lorsqu'on viendra faire un audit, c'est montrer effectivement, nous avons le ratio, nous avons nettoyé ceci tel jour, nous avons tel matériel, voici le matériel de nettoyage, il n'est pas périmé. Et ce sont ces différentes mesures qu'on observe dans le cadre d'un audit. Donc, pour ce qui est de la restauration collective industrielle, il faudra que ces mesures-là soient respectées. Maintenant, pour les jeunes dames du quartier ou bien pour la restauration informelle dans notre quartier aussi, je pense que des petits conseils simples peuvent quand même aider à lutter contre la propagation du virus. OK. Et ce sont ces conseils simples que vous donnez dans cette émission, histoire d'interpeller tout un chacun pour dire qu'au côté de tout ce que nous avons comme mesures barrières, il y a ces petits gestes aussi à avoir chez nous dans nos différents quartiers. Alors, ce sont les mêmes dispositions aussi pour les cantines scolaires. Vous en parliez tout à l'heure. C'est plus sensible de ce côté-là parce qu'il y a nos enfants. Effectivement, à ce niveau, parce que et les sociétés de restauration industrielle engagent des personnes déclarées, souvent à la PSN, etc. Mais souvent dans nos cantines,
C'est rare de voir que ces personnes soient... Alors, une propriétaire d'école peut employer quelqu'un pour préparer pour les enfants, mais est-ce que la personne... Tout à l'heure, j'ai dit que dans le cadre de la restauration industrielle, il faudra qu'il y ait un cuisinier diplômé. Dans le cas de la cantine scolaire, est-ce que la restauratrice est diplômée en hôtellerie? Problème. Parce que souvent, c'est des bonnes dames qui font des et puis viennent livrer. Mais dans quelles conditions? Et moi, je pense que souvent, quand il y a des comités de parents d'élèves... Il faudrait exiger cela. Il faut souvent exiger. Lorsque souvent on demande aux parents, et l'école, c'est cher. Moi, j'ai des enfants privés, c'est cher. Bienvenue au club. C'est cher. Qu'on dit, les enfants doivent manger à la cantine. Nous, parents d'élèves, on demande quelles sont les conditions d'hygiène que vous avez établies pour la sécurité de nos enfants. Qui les applique? Qui les contrôle? Je dis des audits. On fait des audits. Voilà. Qui les applique? Qu'est-ce qui a été établi? Qu'est-ce qui existe qui les applique? Voilà. C'est tout ça. Et c'est tout ça que les parents d'élèves doivent demander. En retour, nous, parents d'élèves, qu'est-ce que vous nous offrez comme sécurité pour nos enfants? Voilà. Parce que le Covid, on peut le prendre au dehors comme on peut le prendre aussi dans le cadre de l'alimentation. Justement, vous faites bien de préciser cela, car là, nous planchons sur un aspect beaucoup plus sociétal, on va dire environnemental même, mais au sein de la maison. Parce que chaque matin, chacun va vaquer à ses occupations dehors et revient à la maison. C'est aussi une sorte de restauration collective quand on vient on va partager le dîner au milieu avec la famille. Il y a des précautions aussi à prendre jusqu'à ce niveau-là. Effectivement, à la maison, alors, ces mesures-là peuvent être aussi appliquées. Ces mesures peuvent être appliquées. Mais c'est vrai, souvent, c'est de la routine. C'est de la routine dont on n'a pas... On se dit, dès qu'on arrive à la maison, on est sain, on est protégé. Pourtant, on vient du dehors. Oui, bien sûr, on a du dehors. Mais bon, ces mesures, souvent, c'est difficile à appliquer. Mais je pense que les grandes lignes peuvent être observées. Certaines grandes lignes peuvent être observées. Merci. Voilà, notamment le bavardage inutile sur la nourriture. Je pense que ces mesures, on peut les observer. Merci beaucoup, Dr Yves Blanchard-Envaux. Voilà, avec lui aujourd'hui, restauration collective et Covid-19. Ce sont les conseils que nous avons donnés. Mais n'oubliez pas, chez vous, à la maison, partout, en tout temps et en tout lieu, il faut avoir et bien respecter ces mesures barrières.